Le 16 septembre 1943, à 7h30 du matin, 27 pilotes de la marine se tenaient dans la chaleur tropicale sur une piste d'atterrissage en terre battue appelée Munda, sur l'île de Nouvelle-Géorgie dans les îles Salomon. Ils avaient été rassemblés depuis des poules de remplacement, des hôpitaux et des cas disciplinaires dispersés à travers le Pacifique. Certains avaient été cloués au sol pour insubordination. D'autres avaient été ignorés par tous les commandants d'escadron qui avaient examiné leur dossier. Quelques-uns avaient une expérience du combat. La plupart n'avaient jamais tiré avec leurs armes sur autre chose que des cibles remorquées. L'homme qui se tenait devant eux avait 31 ans, ce qui faisait de lui quelqu'un de 10 ans plus âgé que la plupart de ses pilotes. Il avait les cheveux clairsemés, une poitrine en tonneau et une réputation qui le précédait dans tout le théâtre du Pacifique. Son nom était Gregory Boyington, bien que presque tout le monde l'appelait Papy à cause de son âge. C'était un ancien pilote des Tigres volants qui avait démissionné de cette unité sous un nuage de dettes et d'alcoolisme. Il avait été traduit en cour martiale une fois et avait failli l'être 2 fois de plus. Il devait de l'argent à la moitié des officiers du corps des Marines et on venait de lui confier le commandement d'un escadron qui n'existait pas encore officiellement. L'escadron de chasse de la marine 214 avait été démantelé 2 mois plus tôt, après que ses pilotes d'origine étaient rentrés chez eux. La désignation était vide. Les hauts gradés de la marine avaient besoin d'escadrons dans les Salomon pour l'offensive à venir contre Rabaul, mais ils n'avaient pas assez de pilotes arrivant par les canaux normaux. Quelqu'un au groupe aérien de la Marine 11 eut une idée. Rassembler tous les aviateurs non assignés dispersés à travers le Pacifique Sud, les inadaptés et les mécontents, les hommes que personne d'autre ne voulait, et les former en une seule unité. Ils auraient besoin de quelqu'un pour les diriger, quelqu'un qui comprenait les inadaptés parce qu'il en était un lui-même. Boyington avait volé des missions de combat en tant que pilote non assigné pendant des semaines, se rattachant à n'importe quel escadron qui voulait bien de lui. Il avait 6 victoires confirmées de son temps avec les Tigres volants en Chine et en Birmanie, bien que les registres officiels fussent embrouillés dans des disputes bureaucratiques sur la question de savoir si ces victoires comptaient pour son dossier du corps des Marines. Il avait passé les mois depuis son retour de Chine à rebondir entre des emplois de bureau et des affectations temporaires, buvant beaucoup et attendant que quelqu'un lui donne une chance de faire ses preuves. La chance vint sous la forme d'une tâche impossible. Il aurait moins de 4 semaines pour prendre 27 étrangers, dont la plupart n'avaient jamais volé ensemble, et les transformer en un escadron de chasse prêt au combat. Il volerait sur le F-4U Corsair, un avion si difficile à manier que la marine l'avait initialement rejeté pour les opérations sur porte-avions. Le Corsair avait une envergure de 41 pieds, un moteur de 2000 chevaux et une approche d'atterrissage qui tuait les pilotes inexpérimentés avec une régularité terrifiante. Son long nez bloquait la visibilité vers l'avant pendant le décollage et l'atterrissage. Son aile gauche avait tendance à décrocher avant la droite, envoyant l'avion dans une vrille mortelle si le pilote n'était pas prudent. L'escadron avait besoin d'un nom. Boyington suggéra les bâtards de Boyington, ce qui capturait à la fois sa personnalité et la nature de ses inadaptés rassemblés. Les affaires publiques du corps des Marines le rejetèrent immédiatement. Le nom était impubliable dans les journaux, impossible à diffuser à la radio, inadapté à l'image que le corps voulait projeter. Quelqu'un suggéra « Mouton noir » à la place, une référence aux parias et aux rejetés qui composaient l'unité. Boyington l'accepta. L'escadron des Moutons noirs était né. Ce que personne ne savait ce matin de septembre, c'était que ces 27 inadaptés deviendraient l'escadron de chasse le plus célébré de la guerre du Pacifique. En seulement 84 jours de combat, ils abattraient 94 avions ennemis confirmés, avec 32 autres répertoriés comme probables. Ils produiraient 9 as de la chasse. Ils gagneraient la citation d'unité présidentielle. Leur commandant deviendrait l'as de la marine, avec le plus grand nombre de victoires de la guerre, avant d'être abattus et présumés morts. Et leur histoire serait racontée et racontée à nouveau pendant les 80 années suivantes, inspirant des livres, des documentaires et une série télévisée qui ferait de l'escadron des Moutons noirs une partie de la légende américaine. Mais d'abord, Boyington devait transformer ces étrangers en pilotes qui pourraient survivre à leur première semaine de combat. Et les Japonais n'allaient pas attendre qu'ils finissent l'entraînement. Le chemin de Gregory Boyington vers cette piste en terre battue sur la Nouvelle-Géorgie avait été tout sauf conventionnel.
Né à Coeur d'Alene, Idaho, en 1912, il avait grandi dans un foyer marqué par le divorce de ses parents et le remariage de sa mère. Il prit le nom de son beau-père et n'apprit la vérité sur son père biologique que lorsqu'il fut adulte. La découverte laissa une marque sur lui qu'il porterait pour le reste de sa vie. Il lutta et nagea en compétition à l'université de Washington, obtenant son diplôme en 1934 avec un diplôme en ingénierie aéronautique. Il rejoignit le corps des Marines en tant que cadet de vol et obtint ses ailes en 1937. Mais la vie militaire en temps de paix ne lui convenait pas. Il buvait trop, il dépensait trop, il se maria jeune et eut 3 enfants, puis se trouva incapable de les soutenir avec le salaire d'un officier de la marine. En 1941, ses dettes avaient grandi au point où il ne voyait qu'une seule issue. La Central Aircraft Manufacturing Company recrutait des pilotes américains pour voler pour la Chine contre le Japon. Le salaire était extraordinaire, $600 par mois comme salaire de base, plus une prime de $500 pour chaque avion japonais détruit. Boyington démissionna de sa commission de marine et embarqua pour la Birmanie à l'automne 1941 dans le cadre du groupe de volontaires américains, mieux connu sous le nom de Tigres volants. Les Tigres volants volaient sur des P-40 Warhawks avec une peinture distinctive de gueule de requin sur le nez, défendant la Birmanie et le sud-ouest de la Chine contre les bombardiers et les chasseurs japonais. Boyington vola avec l'unité de décembre 1941 à avril 1942, revendiquant 6 victoires aériennes. Mais son temps avec les Tigres fut marqué par les mêmes problèmes qui avaient tourmenté sa carrière dans la marine. Il entra en conflit avec le commandant de l'unité, Claire Chénault. Il buvait. Il empruntait de l'argent qu'il ne pouvait pas rembourser. Lorsque le groupe de volontaires américains fut dissous et que ses pilotes se virent offrir des commissions dans les forces aériennes de l'armée américaine, Boyington refusa. Il voulait retourner chez les Marines. Le voyage de retour prit des mois. Boyington arriva aux États-Unis à l'été 1942, s'attendant à être accueilli comme un vétéran du combat, avec des victoires prouvées contre des avions japonais. Au lieu de cela, il trouva l'indifférence bureaucratique. Le corps des Marines était réticent à recommissionner un officier qui avait démissionné sous pression financière. Ces victoires des Tigres volants ne furent pas immédiatement reconnues, parce qu'elles avaient été marquées alors qu'il était techniquement un mercenaire civil. Il passa des mois dans les limbes, buvant plus lourdement que jamais, regardant la guerre continuer sans lui. Finalement, fin 1942, les Marines cédèrent. Boyington reçut une commission en tant que major et des ordres pour le Pacifique. Mais aucun commandant d'escadron ne voulait de lui. Sa réputation le précédait. Il était trop vieux, trop indiscipliné, trop risqué. Il rebondit entre des affectations temporaires, volant des missions avec n'importe quelle unité qui voulait bien l'accepter, ajoutant quelques victoires de plus à son dossier, mais ne trouvant jamais de foyer permanent. L'idée de lui confier le commandement d'un escadron, composé entièrement d'autres inadaptés, était soit brillante, soit folle. Les officiers du groupe aérien de la Marine 11 n'étaient pas sûrs de laquelle, mais ils étaient désespérés pour des pilotes et Boyington était disponible. Le 7 septembre 1943, il reçut l'ordre de rassembler son escadron. Il avait 23 jours avant leur première mission de combat prévue. Les pilotes qui se présentèrent à Boyington dans ces premiers jours de septembre 1943 étaient une collection différente de tout autre dans l'aviation du corps des Marines. Certains venaient de poules de remplacement, où ils avaient attendu des semaines ou des mois pour une affectation. D'autres avaient été libérés d'hôpitaux après s'être remis de blessures ou de maladies. Quelques-uns avaient des dossiers disciplinaires qui les avaient rendus intouchables pour d'autres commandants d'escadron. Le premier lieutenant Robert Ewing avait volé des missions de reconnaissance et était désespéré pour un service de chasse. Le capitaine Stan Bailey avait une expérience du combat, mais avait été ignoré pour des affectations d'escadron à plusieurs reprises. Le premier lieutenant Chris Magee était un ancien homme de troupe qui avait gravi les échelons jusqu'à une commission dans les ailes de pilote. Chaque homme avait une histoire. Chaque homme s'était fait dire d'une manière ou d'une autre qu'il n'était pas tout à fait assez bon pour un escadron régulier. Boyington les rassembla et rendit ses attentes claires. Il ne se souciait pas de leur dossier. Il ne se souciait pas de leurs erreurs passées. Il se souciait d'une chose, s'ils pouvaient voler et se battre. Tout le reste était sans importance. Le corps des Marines avait renoncé à eux. Lui, non. Le programme d'entraînement était brutal par nécessité.
Ils avaient moins de 4 semaines pour accomplir ce qui prenait normalement des mois. Chaque jour commençait avant l'aube avec des briefings sur les tactiques, les formations et les systèmes d'avion. Puis ils volaient, parfois 3 ou 4 fois par jour, pratiquant les manœuvres qui les maintiendraient en vie au combat. Le F-4U Corsair était à la fois leur plus grand atout et leur plus grand défi. L'avion avait été conçu comme un chasseur de porte-avions, mais son long nez, sa vitesse d'atterrissage élevée et sa tendance à rebondir à l'atterrissage l'avaient rendu trop dangereux pour les opérations de porte-avions au début de 1943. La marine l'avait relégué aux escadrons de Marines basés à terre pendant qu'ils résolvaient les problèmes. Ce que les Marines reçurent fut le chasseur le plus rapide et le plus lourdement armé du Pacifique. Le Corsair pouvait atteindre 417 miles par heure en vol horizontal, plus rapide que n'importe quel chasseur japonais. Il portait 6 mitrailleuses de calibre 50 avec 2350 cartouches de munitions. Son moteur Pratt & Whitney R 2800 de 2000 chevaux lui donnait un taux de montée qui pouvait égaler ou dépasser le célèbre Mitsubishi A6 M0. Mais le Corsair exigeait le respect. Les pilotes qui devenaient négligents pendant l'atterrissage mouraient souvent. L'aile en mouette inversée de l'avion créait un effet de sol qui pouvait faire flotter l'avion de manière imprévisible juste au-dessus de la piste. Le couple de ce moteur massif nécessitait une correction constante du gouvernail pendant le décollage et le vol à basse vitesse. Les nouveaux pilotes étaient avertis. Volez le Corsair selon les règles ou le Corsair vous tuera. Boyington enseigna à ses pilotes ses propres tactiques, développées à travers son expérience avec les tigres volants et affinées pendant ses mois de vol de combat non assignés. Il mettait l'accent sur des attaques agressives et coordonnées. Il les entraînait sur l'élément à 2 avions, la pierre angulaire de base des tactiques de chasse, où un chef et son ailier travaillaient ensemble comme une seule unité. Il insistait sur la conscience situationnelle, la capacité de suivre plusieurs avions dans un combat aérien tourbillonnant, tout en maintenant l'intégrité de la formation. Les pilotes japonais auxquels il ferait face n'étaient pas les remplaçants inexpérimentés que les escadrons américains rencontreraient plus tard dans la guerre. En septembre 1943, les groupes aériens défendant Rabaul et les Salomon supérieurs comprenaient encore des vétérans de Pearl Harbor, de la campagne des Indes orientales néerlandaises et des premières batailles pour Guadalcanal. C'étaient des adversaires compétents et déterminés, volant sur des avions qui, bien que plus lents que le Corsair, pouvaient surpasser en virage n'importe quel chasseur américain dans un combat aérien rapproché. La réponse de Boyington était simple. Ne jamais se battre selon les termes japonais. Utiliser la vitesse et la capacité de plongée du Corsair pour attaquer d'en haut. Faire une passe, frapper fort et continuer à bouger. Ne jamais essayer de tourner avec un zéro. Ne jamais se laisser ralentir. Si un pilote japonais vous prenait en chasse, votre ailier était là pour le dégager. Si votre ailier était en difficulté, vous étiez là pour l'aider. Le vol était une unité. La gloire individuelle était sans importance si elle faisait tuer vos camarades d'escadron. Au début de septembre, les moutons noirs avaient volé assez d'heures ensemble pour se déplacer en coordination approximative. Ils n'étaient pas polis, ils n'étaient pas un produit fini, mais ils étaient à court de temps. L'offensive contre Rabaul s'accélérait, et chaque escadron qui pouvait voler était nécessaire sur la ligne. Le 16 septembre 1943, le VMF 214 vola sa première mission de combat. 16 corsaires décollèrent de Munda pour escorter des bombardiers frappant l'aérodrome japonais à balles allées. Pour la plupart des moutons noirs, c'était leur première fois au combat. Pour Boyington, c'était une chance de prouver que sa collection d'inadaptés pouvait se battre. Les Japonais montèrent pour les rencontrer. Des héros de la garnison de Rabaul montèrent pour intercepter la formation de bombardiers, et les moutons noirs plongèrent pour engager le combat. Dans la mêlée tourbillonnante qui suivit, l'escadron revendiqua ses premières victoires. 5 chasseurs japonais tombèrent, dont un crédité à Boyington lui-même. Les bombardiers accomplirent leur mission et rentrèrent en sécurité. Les moutons noirs n'avaient perdu personne. C'était un petit début, mais c'était suffisant. Les inadaptés avaient prouvé qu'ils pouvaient se battre. Maintenant, ils devaient prouver qu'ils pouvaient continuer à se battre, jour après jour, mission après mission, contre un ennemi qui était loin d'être vaincu. Les 3 mois suivants les testeraient de manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. La campagne des îles Salomon à l'automne 1943 fut l'une des batailles aériennes les plus intenses de la guerre du Pacifique. Les Japonais avaient transformé Rabaul sur l'île de Nouvelle-Bretagne en la base aérienne la plus lourdement défendue du Pacifique Sud.
5 aérodromes entouraient le port, abritant plus de 300 avions à pleine puissance. La stratégie américaine était de neutraliser Rabaul par une attaque aérienne continue, plutôt que de tenter une invasion amphibie coûteuse. Cela signifiait des missions quotidiennes pour les escadrons de chasse basés dans les Salomon, des missions d'escorte protégeant les bombardiers, des balayages de chasseurs conçus pour attirer les avions japonais au combat, des frappes contre la navigation et les installations ennemies. Les distances étaient énormes. Un aller-retour à Rabaul depuis Munda couvrait près de 600 miles, poussant l'autonomie du Corsair à ses limites. Les pilotes qui tombaient en territoire ennemi avaient peu d'espoir de sauvetage. Le VMF 214 vola dans ce hachoir jour après jour. L'escadron alternait entre deux bases avancées, Munda et plus tard Vella la Vella, lançant des missions chaque fois que le temps le permettait. Certains jours, il volait 2 fois. La tension physique et mentale était immense. Les pilotes qui survivaient au combat faisaient encore face à la menace constante de pannes mécaniques, d'erreurs de navigation et du temps tropical toujours présent qui pouvait clouer au sol un escadron ou disperser une formation sans avertissement. Boyington menait de l'avant. Il volait chaque mission qu'il pouvait, se positionnant à la tête de la formation où l'action était la plus chaude. Ses victoires s'accumulaient, une fin septembre, 2 de plus début octobre, puis 3 dans un seul engagement, le 17 octobre. Il prouvait son point à chaque mission. L'âge et la réputation ne signifiaient rien si vous pouviez voler et vous battre. Les autres moutons noirs se prouvaient également. Le capitaine Stan Bailey marqua sa première victoire le 23 septembre et en ajouta 2 de plus au cours des semaines suivantes. Le premier lieutenant Robert Ewing abattit 3-0 dans une seule mission escortant des bombardiers à Kaili. Chris Magee, l'ancien homme de troupe, émergea comme l'un des pilotes les plus mortels de l'escadron, accumulant des victoires avec une précision qui démentait son chemin non conventionnel vers le cockpit. Mais le succès eut un coût. Les moutons noirs perdirent leur premier pilote le 15 octobre 1943, lorsque le second lieutenant Robert Bragdon fut abattu pendant une mission à Rabaul. Sa perte frappa durement l'escadron. Ils s'étaient entraînés ensemble, avaient volé ensemble, avaient appris à se faire confiance dans le chaos du combat. Maintenant, l'un des leurs était parti, et il n'y avait pas de temps pour pleurer. Une autre mission était prévue pour le lendemain matin. Le rythme ne ralentit jamais. Octobre se transforma en novembre, et les moutons noirs continuèrent à voler. Plus de victoires s'accumulèrent. Plus de pilotes obtinrent le statut d'as. 5 victoires confirmaient les qualifiant pour cette désignation d'élite. La réputation de l'escadron grandit. Ils n'étaient plus la collection d'inadaptés que personne ne voulait. Ils étaient l'une des unités de chasse les plus efficaces du Pacifique Sud. Boyington lui-même approchait d'une étape importante. Son total combiné des Tigres volants et du VMF 214 grimpait vers 20 victoires. Le record du corps des Marines était détenu par le capitaine Joe Foss, qui avait marqué 26 victoires pendant la campagne de Guadalcanal. Battre ce record était devenu l'obsession personnelle de Boyington. Ce n'était pas seulement une question de gloire, c'était une question de prouver une fois pour toutes que le corps des Marines avait eu tort de douter de lui. Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire oubliée de Marines qui ont prouvé que tout le monde avait tort, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela indique à l'algorithme de partager des histoires comme celle-ci avec plus d'amateurs d'histoire. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. Nous sortons ces histoires incroyables des archives poussiéreuses chaque semaine. Retour à Boyington et aux moutons noirs. Le 17 décembre 1943 commença comme n'importe quel autre jour de mission pour le VMF 214. La cible était Rabaul, spécifiquement un balayage de chasseurs destiné à attirer les avions japonais au combat et à les détruire avant qu'ils ne puissent intercepter une frappe de bombardiers entrantes. Boyington dirigerait la mission avec 24 corsaires, la plus grande formation de chasseurs que les moutons noirs aient jamais assemblée. Le temps était clair alors que la formation montait vers l'altitude de croisière. En dessous d'eux, la mer des Salomon s'étendait sans fin, parsemée d'îles qui étaient devenues des points de repère familiers au cours de 3 mois de combat. Devant se trouvait Rabaul, avec son groupe d'aérodromes et sa garnison de chasseurs japonais attendant de les défendre. Ce qui se passa ensuite deviendrait l'un des épisodes les plus célèbres de l'histoire des moutons noirs.
bien que les détails aient été débattus par les historiens depuis. Selon les récits qui circulèrent après la guerre, Boyington diffusa un défi sur la fréquence radio japonaise alors que sa formation approchait de Rabaul. Il aurait nargué les pilotes japonais, les invitant à monter et à se battre. Que cela se soit réellement produit ou que cela ait été embelli dans les récits ultérieurs reste incertain. Ce qui est certain, c'est que les Japonais répondirent en force. Les estimations varient, mais entre 40 et 60 chasseurs ennemis s'élevèrent pour rencontrer les corsaires au-dessus de Rabaul ce matin-là. Le ciel se remplit d'avions alors que les deux formations fusionnèrent en un combat aérien massif et tourbillonnant. Les moutons noirs s'étaient entraînés exactement pour ce genre de combat. Ils restèrent dans leurs éléments, des paires d'avions travaillant ensemble pour se couvrir mutuellement. Ils utilisèrent leur avantage de vitesse, plongeant à travers la formation japonaise, tirant et remontant avant que les zéros ne puissent tourner pour poursuivre. Ils continuèrent à bouger, continuèrent à tirer, maintinrent la pression sur un ennemi qui les surpassait en nombre de plus de 2 contre 1. Boyington était partout. Il plongea à travers la formation, encore et encore, les 6 calibres 50 martelant tout zéro qui croisait sa ligne de mire. Il revendiqua 4 victoires ce jour-là, portant son total combiné à 24 victoires. D'autres pilotes des moutons noirs ajoutèrent au décompte de l'escadron. Lorsque les munitions furent épuisées et que les jauges de carburant montrèrent qu'il était temps de rentrer, les moutons noirs tournèrent vers le sud en direction de leur base. Le décompte officiel crédita l'escadron d'environ 20 avions ennemis détruits dans l'engagement, bien que le nombre exact ait été contesté au fil des années. Ce qui importait aux pilotes qui volèrent ce jour-là était plus simple. Ils avaient affronté une force largement supérieure, l'avaient combattue jusqu'à l'impasse et étaient rentrés chez eux sans perdre un seul avion. Les inadaptés s'étaient prouvés de la manière la plus dramatique possible. La mission du 17 décembre cimenta la réputation des moutons noirs, mais la tournée de combat de l'escadron approchait de sa fin. Fin décembre, beaucoup des pilotes d'origine avaient accumulé assez de missions pour rentrer chez eux. Des remplaçants arrivèrent pour combler les lacunes, mais le caractère de l'escadron changeait. Les inadaptés d'origine, les hommes que Boyington avait rassemblés en septembre, étaient dispersés à travers les hôpitaux, les poules de remplacement et les transports en direction du pays. Boyington lui-même resta. Il était trop proche du record pour s'arrêter maintenant. Son total se tenait à 24 victoires confirmées, juste 2 de moins que le record du corps des Marines de Joe Foss. Il demanda la permission de rester pour des missions supplémentaires, sachant que chaque vol le rapprochait à la fois du record et de la probabilité statistique d'être lui-même abattu. Le 3 janvier 1944, Boyington mena une autre patrouille de chasse au-dessus de Rabaul. La mission était routinière selon les standards des moutons noirs. Engager tout appareil japonais qui monterait pour intercepter, protéger les bombardiers entrants, retourner à la base. Ce qui la rendait différente était la mission personnelle de Boyington au sein de la mission. Il avait besoin de 2 victoires supplémentaires pour égaler le record, 3 pour le battre. Les Japonais montèrent au combat. Dans l'engagement qui suivit, Boyington revendiqua 3 victoires, ce qui aurait porté son total à 27 et battu le record de Foss. Mais le combat n'était pas terminé. Alors que la formation américaine commençait à se retirer, un groupe de zéros surprit Boyington séparé de son ailier. Les récits diffèrent sur ce qui s'est exactement passé durant ces derniers moments. Ce qui est certain, c'est que le corsaire de Boyington fut touché plusieurs fois par le feu ennemi. Son appareil commença à brûler. Boyington lutta pour contrôler le corsaire endommagé, tandis que les flammes se propageaient dans le cockpit. Il parvint à sauter en parachute, sa voilure s'ouvrant au-dessus des eaux près de Rabaul. Depuis sa canopée, il pouvait voir des appareils japonais tourner au-dessus de lui. En bas, la mer attendait. Il survécut à l'amérissage. Un sous-marin japonais fit surface et le fit prisonnier. Durant les 20 mois suivants, Gregory Boyington disparaîtrait de la guerre, présumé mort par son escadron, sa famille et le corps des Marines. Les moutons noirs avaient perdu leur chef. L'escadron continua à voler après la perte de Boyington, achevant sa tournée de combat, et finalement retournant aux États-Unis pour repos et réorganisation. Au moment où le VMF 214 cessa ses opérations au début de 1944,
Les moutons noirs avaient compilé un palmarès que peu d'escadrons de chasse pouvaient égaler. En environ 84 jours de combat, l'escadron fut crédité de 94 victoires aériennes confirmées, plus 32 autres listées comme probablement détruites. Ils avaient endommagé ou détruit plus de 200 appareils ennemis au total. 9 pilotes avaient atteint le statut d'as. Ils avaient perdu 6 pilotes tués ou portés disparus au combat. Un taux de perte tragiquement typique pour les escadrons de chasse dans le Pacifique Sud, mais qui représentait néanmoins 6 hommes qui ne rentreraient jamais chez eux. Les chiffres officiels seraient débattus pendant des années. Certains historiens arguaient que les revendications de victoires américaines durant la guerre du Pacifique étaient gonflées. Un problème courant lorsque plusieurs pilotes engageaient la même cible, et chacun croyait avoir marqué la victoire. D'autres soulignaient que la nature chaotique du combat aérien rendait une comptabilité précise impossible. Ce qui ne pouvait être contesté, c'était que le VMF 214 avait été au cœur des combats de septembre à janvier, avait affronté certains des meilleurs pilotes japonais restants dans le Pacifique et avait émergé comme l'un des escadrons les plus célébrés de la guerre. La première tournée de combat des moutons noirs était terminée, mais l'histoire de ce qui était arrivé à leur commandant ne faisait que commencer. Gregory Boynton passa 20 mois comme prisonnier de guerre. Il fut détenu dans divers camps au Japon, endurant coups, famine et l'incertitude constante de savoir s'il survivrait pour voir la fin de la guerre. Les Japonais n'annoncèrent pas sa capture. Pour autant que le monde le savait, le commandant des moutons noirs était mort au-dessus de Rabaul. Le corps des Marines, croyant Boynton mort, entreprit de reconnaître ses accomplissements. En mars 1944, il reçut à titre posthume la médaille d'honneur pour ses actions durant la tournée de combat, qui s'était terminée par sa disparition. La citation louait son héroïsme extraordinaire au-delà de l'appel du devoir et lui créditait la destruction de 26 appareils ennemis durant son temps avec le VMF 214. Combiné avec ses victoires des Tigres volants, cela lui donnait un total de 28 victoires, faisant de lui l'as des Marines le mieux classé de la guerre. La distinction était basée sur des informations incomplètes. Le corps des Marines ne savait pas que Boynton avait survécu. Il ne savait pas qu'il endurait un traitement brutal dans les camps de prisonniers japonais, pendant que sa citation de médaille d'honneur était rédigée. Dans les camps, Boynton puisa dans toutes les réserves de force qu'il possédait. Il écrivit plus tard sur cette expérience dans ses mémoires, décrivant la lutte quotidienne pour survivre avec des rations inadéquates, tandis que les gardes battaient les prisonniers pour des infractions mineures. Il contracta diverses maladies. Il perdit du poids, jusqu'à être à peine reconnaissable comme le commandant d'escadron à la poitrine large qui avait mené les moutons noirs. Mais il refusa de mourir. La guerre se termina en août 1945. Les forces américaines déferlèrent sur le Japon pour libérer les camps de prisonniers, et Boynton émergea de captivité pour découvrir qu'il était devenu une légende en son absence. Sa médaille d'honneur l'attendait. Les exploits des moutons noirs avaient été publicisés tout au long de la guerre. Il était, pour autant que le public américain était concerné, un véritable héros de guerre. Le retour au pays fut à la fois triomphal et compliqué. Boynton reçut sa médaille d'honneur du président Harry Truman en octobre 1945. Il fut promu colonel. Il fut célébré, interviewé et exhibé comme un exemple de l'esprit combatif américain. Mais les démons qui l'avaient tourmenté avant la guerre n'avaient pas disparu durant sa captivité. Si quelque chose, ils étaient devenus plus forts. Les années après la guerre furent difficiles. Boynton lutta contre l'alcoolisme, avec des mariages qui échouèrent, avec le défi de s'adapter à un monde en temps de paix où ses compétences particulières n'étaient plus nécessaires. Il quitta le corps des Marines en 1947 et dériva à travers une série d'en ne trouvant jamais vraiment ses marques. En 1958, il publia ses mémoires, Baba Mouton Noir. Le livre fut un best-seller, offrant un portrait brut et souvent peu flatteur de son auteur. Boynton ne cacha pas ses défauts. Il écrivit sur sa consommation d'alcool, ses dettes, ses échecs en tant que mari et père. Il écrivit aussi sur le combat avec une intensité vivide qui capturait le chaos et la terreur et l'exaltation de la guerre aérienne d'une manière que peu d'autres mémoires avaient réussi à accomplir. Le livre cimenta la place de Boynton dans la culture populaire. Il mena directement à la série télévisée du même nom qui débuta en 1976 et dura 2 saisons. L'émission prit des libertés significatives avec l'exactitude historique, dépeignant les moutons noirs comme encore plus non-conformistes qu'ils ne l'avaient réellement été, et inventant des personnages et des épisodes qui n'avaient aucun fondement dans les faits.
Mais elle présenta une nouvelle génération à l'histoire de l'escadron et maintint leur mémoire vivante dans la conscience américaine. Les autres moutons noirs se dispersèrent après la guerre, poursuivant diverses voies dans la vie civile. Beaucoup restèrent en contact les uns avec les autres, assistant à des réunions, et maintenant les liens forgés durant ces mois intenses de combat. Ils regardèrent avec des sentiments mitigés leur histoire être dramatisée et embellie, sachant que la réalité avait été à la fois plus banale et plus terrifiante qu'aucune émission télévisée ne pouvait capturer. Chris Magee, l'ancien homme de troupe qui était devenu l'un des pilotes les plus meurtriers de l'escadron, termina la guerre avec 9 victoires confirmées. Stan Bailey, qui avait été ignoré par d'autres escadrons avant de rejoindre les Moutons Noirs, atteignit le statut d'as et servit avec distinction tout au long du reste de la guerre. Robert Ewing survécut à la tournée de combat et retourna à la vie civile, portant des souvenirs des Salomon qui resteraient avec lui pour toujours. L'escadron lui-même fut remis en service plusieurs fois après la Seconde Guerre mondiale, portant le nom et les traditions des Moutons Noirs en Corée, au Vietnam et au-delà. Le VMF 214 moderne, maintenant désigné VMFA 214, pilote le F-35B Lightning II depuis la station aérienne du corps des Marines Yuma, Arizona. L'insigne de crâne et os croisés que les moutons noirs originaux adoptèrent orne toujours leurs appareils. Gregory Boynton mourut le 11 janvier 1988 à l'âge de 75 ans. Il avait passé ses dernières années à Fresno, Californie, luttant toujours contre les mêmes démons qui l'avaient hanté tout au long de sa vie, mais aussi toujours célébré comme l'un des plus grands pilotes de chasse de l'histoire du corps des Marines. Il fut enterré au cimetière national d'Arlington avec tous les honneurs militaires, son ruban de médaille d'honneur sur sa poitrine, les fantômes de Verbal et des camps de prisonniers enfin au repos. Le corsaire que Boynton pilota lors de nombreuses de ses missions n'a pas survécu. Contrairement à certains appareils célèbres de la guerre, aucun avion unique ne peut être désigné et identifié comme le corsaire de Boynton. Les appareils étaient constamment en rotation, assignés à quelques pilotes en avaient besoin pour une mission particulière. Les moutons noirs pilotaient ce qui était disponible, entretenaient ce qui était en état de voler, et n'avaient pas le luxe d'appareils personnels dont certains pilotes célèbres jouissaient. Mais l'héritage survit d'autres manières. Au Musée national du corps des Marines à Quantico, Virginie, des expositions racontent l'histoire du VMF 214 et de son commandant. La médaille d'honneur de Boynton est conservée en dépôt, un témoignage du courage qu'il a valu et de la controverse qui entoura son récipiendaire. Des photographies montrent les jeunes pilotes qui se rassemblèrent sur cette piste d'atterrissage en terre en septembre 1943, leur visage ne trahissant rien de ce qui les attendait. Les moutons noirs prouvèrent quelque chose d'important durant ces 84 jours de combat. Ils prouvèrent que les inadaptés pouvaient combattre. Ils prouvèrent que des hommes que le système avait rejetés pouvaient se rassembler, se faire confiance et accomplir des choses extraordinaires. Ils prouvèrent que le courage et la compétence comptaient plus que le vernis et le protocole. Boynton lui-même le résuma le mieux dans ses mémoires. Il écrivit que les moutons noirs n'étaient pas des héros, ils étaient juste des hommes à qui on avait donné un travail et qui l'avaient fait. Ils avaient volé et combattu, et certains d'entre eux étaient morts. Ceux qui survécurent portèrent les souvenirs pour le reste de leur vie. Les histoires qu'ils racontèrent, les livres qu'ils écrivirent, les interviews qu'ils donnèrent, assurèrent que le VMF 214 ne serait pas oublié. 80 ans après ces mois désespérés dans les Salomon, les moutons noirs inspirent toujours. Leur histoire résonne parce qu'elle parle de quelque chose de fondamental sur l'esprit humain. Elle dit que votre passé ne vous définit pas. Elle dit que les secondes chances valent la peine qu'on se batte pour elles. Elle dit qu'un groupe de parias, mené par un homme que le système avait rayé, peut changer l'histoire. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que certaines personnes ne sont pas assez bonnes, qu'elles n'ont pas leur place, qu'elles ne feront jamais rien de leur vie, souvenez-vous des moutons noirs. Souvenez-vous de l'escadron que personne ne voulait. Souvenez-vous de ce qu'ils accomplirent quand quelqu'un leur donna finalement une chance. Si cette histoire vous a ému, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime. Chaque j'aime dit à l'algorithme de partager cette histoire avec plus de gens qui ont besoin de l'entendre. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et activez les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire oubliée. Déposez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Êtes-vous aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande? Notre communauté s'étend sur le globe, unie par une croyance partagée que ces histoires méritent d'être rappelées.
Si quelqu'un dans votre famille a servi dans le Pacifique, nous voulons en entendre parler. L'histoire de chaque vétéran compte. Chaque mémoire préservée est une victoire contre le temps et l'oubli. Merci d'avoir regardé, merci de vous souvenir, et merci de vous assurer que Gregory Boynton et l'escadron des Moutons Noirs ne seront jamais oubliés. Ils les appelèrent inadaptés, ils les appelèrent bâtards, ils les appelèrent rejetés et laissés pour compte, et hommes que personne ne voulait. L'histoire les appelle héros.